Deuxième invité donc de ces matins du samedi pour la deuxième heure, c'est Achille Mbembe. Bonjour monsieur. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes historien et philosophe, spécialiste de l'histoire de l'Afrique et des politiques africaines. Vous êtes théoricien du post-colonialisme. Vous enseignez l'histoire et les sciences politiques à l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud et à Duke aux États-Unis. On vous doit un certain nombre d'ouvrages. Je peux citer les deux derniers, les deux plus récents, Politique de l'inimitié qui vient de paraître en poche aux éditions La Découverte, et Écrire l'Afrique monde qui a paru aux éditions Philippe Ray en 2017, fruit des ateliers de la pensée que vous avez créés à Dakar. Vous êtes à Paris à l'invitation à la fois de l'université Paris 8 et du sociologue Éric Fassin qui vous a invité à participer à des journées consacrées aux termes, aux mots de race. On y reviendra tout à l'heure après la revue de presse de Natacha Triou. Et puis vous êtes aussi à Paris invité par France Culture, notamment dans ces matins du samedi. Mais tout à l'heure, d'ici 1h30, 2h, vous serez l'un des premiers invités de ce grand forum de France Culture en Sorbonne consacré à l'Europe. Et nous parlons bien entendu avec vous également d'Europe. Mais je voudrais d'abord commencer par faire un petit voyage entre les continents et les pays, comme vous-même le faites et l'avez fait tout au long de votre trajectoire, Achille Mbembe, du Cameroun à la France, des États-Unis en Afrique du Sud, et commencer peut-être par le continent africain avec ce qui se passe à la fois en Algérie et au Soudan, le plus récent étant le Soudan. Là, hier, le journal Libération titrait « Saison 2 des printemps arabes ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ce titre? Est-ce ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'une certaine façon la reprise en main par le peuple de son destin, chose que vous appelez de vos voeux depuis longtemps, Achille Mbembe? Ah oui, disons que ce qui se passe en Algérie et au Soudan, c'est quand même comme vous le dites vous-même, la reprise en main par tout un peuple, deux peuples en la circonstance, de leur destin confisqué pendant de très longues années par deux potentats très âgés, malades pour ce qui est de Monsieur Bouteflika. Je ne parlerai pas de printemps arabe, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est que l'Algérie et le Soudan font face à des situations de blocage, ou en tout cas faisaient face à des situations de blocage que l'on retrouve dans d'autres parties du continent, au Cameroun par exemple, où effectivement des régimes au pouvoir tenus par des gens très âgés, s'arc-boutent, même lorsque leur temps de validité est largement dépassé. La question, c'est de savoir si effectivement les peuples qui se soulèvent seront à même de conduire jusqu'au bout les transformations qu'ils espèrent. Oui, parce que dans les deux cas, on craint une reprise en main Tout par à fait. l'armée. Et elle est réelle, aussi bien en Algérie que au Soudan. Il y a quelques mois, Achille Mbembe, dans une chronique que vous avez écrite, vous écriviez sur les difficultés de la transformation sociale et politique sur le continent africain. Vous en avez rappelé là les termes et les enjeux avec le Cameroun, par exemple. Il y en aurait d'autres, bien entendu, mais est-ce que ce qui se passe à la fois au Soudan et en Algérie donne l'espoir que cette transformation sociale et politique est peut-être quand même possible? Et est-ce que ça peut avoir un effet tentaculaire d'une certaine façon? Oui, disons qu'au fond, c'est très suivi, notamment en Afrique centrale. L'Afrique centrale, les pays du bassin du Congo, qui sont, on dirait, le cœur des ténèbres en termes de transformation des sociétés. C'est une des régions du continent où l'immobilisme a été érigé en mode de gouvernement, et dont les gens suivent, ils en discutent. Je vis à Johannesburg, la situation algérienne est suivie de très près par les couches sociales diverses des étudiants, des activistes, et ainsi de suite. Et donc il y a un sentiment panafricain qui s'exprime à l'occasion, et il faut espérer que l'Algérie et le Soudan fassent des émules ailleurs.
Parce qu'on a besoin de transformation radicale des sociétés africaines. Est-ce que vous pensez quelque chose du fait que, alors dans les deux cas encore, en Algérie comme au Soudan, les femmes sont souvent en première ligne de cette contestation? Mais les femmes l'ont toujours été. Beaucoup s'étonnent de ce fait. Il n'y a aucune révolution dans l'histoire africaine qui se soit faite sans les femmes. Elles étaient là, par exemple, au moment des luttes anticoloniales. Ce qui est arrivé, c'est que une fois que c'est terminé, on les a renvoyées à la cuisine. Mais les femmes ont toujours été là. Je m'étonne qu'on s'étonne toujours. Tout à fait, oui. Achille Mbembe, vous parliez tout à l'heure du cœur des ténèbres. Dimanche dernier ont eu lieu les commémorations du 25e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Ça fait 25 ans. Et depuis 25 ans, le rôle de la France reste ambigu. Certains historiens, certains journalistes évoquent une complicité de la France. Une commission d'historiens a été mise en place par le président qui ne s'est pas déplacé pour ces commémorations. Une commission d'historiens pour faire la lumière sur la question. Mais il reste des personnalités politiques, et je pense notamment à Hubert Védrine, qui était encore l'invité de France Inter mercredi, et qui conteste non seulement cette complicité de la France, mais qui conteste le rôle ambigu de la France dans cette histoire terrible du Rwanda. Avec quel regard voyez-vous tout cela, à la fois ces commémorations et puis le rôle de la France? Mais la France était là. On ne peut pas nier qu'elle était là. Et elle doit au monde et à elle-même des explications. Elle était présente. De quelle manière il faut le décrire. Mais elle était présente au Rwanda au moment du dernier génocide du XXe siècle. Et donc elle doit des explications au monde, à l'Afrique et à elle-même. Monsieur Védrine ne peut pas le nier. Cette présence est une présence que certains il faut qualifier cette présence. Oui, que certains qualifieraient de présence protectrice. Non, ce n'était pas. Là pas. où d'autres historiens et d'autres journalistes qui travaillent sur la question depuis maintenant 25 ans parlent effectivement de présence bien plus ambiguë. Mais bien entendu. Il est important. Mais c'est comme partout ailleurs dans le reste de l'Afrique francophone. Au Cameroun, à l'heure où nous parlons, la France est là, présente. Alors que s'engagent dans la zone anglophone, par exemple, des massacres, une guerre sauvage dont on ne sait où elle va mener. C'est-à-dire que la France doit réinterroger la nature de sa présence en Afrique, de ses engagements en Afrique. Elle est présente au Mali. Dans le dossier libyen aussi, on évoque son rôle ambigu en ce moment. La France est critiquée pour son rôle ambigu. La France soutient des milices libyennes dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale des Africains. On sait ce qui se passe en Libye. La France est présente au Tchad, où elle a bombardé il y a quelques mois ou semaines des rebelles qui essayaient de se rapprocher de N'Djamena. Et donc, il nous faut réinterroger, disons, les raisons de cette présence et ses objectifs. Quelles sont pour faire en les sorte raisons que, tout à fait, pour faire en sorte que, à la fin, la France ne soit pas impliquée dans des paroxysmes sanglants, qu'il s'agisse du génocide rwandais ou d'autres massacres d'êtres humains. Quelles sont pour vous les raisons aujourd'hui de cette présence? Mais je n'en sais rien. Je sais que historiquement, la présence française sur le continent a reposé sur 3 piliers. Le militarisme, le mercantilisme et le paternalisme. Et donc, la discussion doit porter sur ces fondements. Ces 3 piliers, il faut les remettre à plat. On a commencé à
bouger un tout petit peu du point de vue des questions symboliques, la restitution des objets pillés lors de la période coloniale. On essaie de bouger, on organisera l'année prochaine une saison de l'Afrique. On discute du futur de la francophonie, mais ça c'est des histoires symboliques. Il faut s'attaquer au foyer nucléaire de la présence française sur le continent. Et Monsieur Védrine a beau dire, la France n'échappera pas à cette remise en question, dont le génocide rwandais est, à mon avis, l'expression tout à fait funeste. Achim Mbembe, dans ces histoires, et je mets un petit H à histoire là, la présence des historiens, avec conjointement d'ailleurs parfois avec les journalistes, est une nécessité incontournable pour vous. Le travail de la vérité est une condition de la réconciliation ou de l'histoire, cette fois avec un grand H, du regard apaisé sur l'histoire avec un grand H. Peut-être que de ce point de vue, je suis trop influencé par l'expérience sud-africaine. Mais on ne s'en sortira pas sans une certaine capacité de vérité. C'est qui on ne s'en sortira pas? La France comme l'Afrique, l'Europe comme l'Afrique, le monde en général. Et donc, les historiens ne sont pas les seuls dépositaires de la vérité, mais la vérité, est fille de la responsabilité. Or, la vérité, il n'y a que irresponsabilité. Nous voulons, je parle en tant qu'Africain, nous ne voulons pas chasser la France de l'Afrique, mais nous voulons que la présence de la France en Afrique, chez nous, soit une présence responsable. Ça voudrait dire quoi, une présence responsable? Cela veut dire une présence qui est reconnue à la fois dans ses effets bénéfiques comme dans ses errements, notamment lorsque, pendant près d'un demi-siècle, on appuie des régimes qui détruisent la vie chez nous. C'est parce que la vie, les conditions nécessaires à la vie sont détruites avec l'appui de certaines puissances que on a affaire à des réfugiés, par exemple. C'est bien beau de donner des bourses à des étudiants réfugiés, c'est encore mieux de participer à créer des conditions pour que les gens ne prennent pas les chemins de l'errance. Achille Mbembe, historien et philosophe, est notre invité ce matin. Il est 8h30, Achille Mbembe, restez avec nous. On vous retrouve d'ici 4-5 minutes, juste après la revue de presse de Natacha Triou. France Culture, les matins du samedi, Caroline Mouret. Chère Natacha, bonjour. Bonjour Caroline. On commence comme chaque samedi avec la presse du jour, des journaux à lire, ce matin sous l'angle du pouvoir. À commencer par Libération, qui consacre un gros dossier sur la série la plus populaire au monde, Game of Thrones. 8 ans de règne. Selon Libé, après cette ultime saison qui s'apprête à sortir, le trône de l'hégémonie culturelle sera vide. Le Parisien aujourd'hui en France s'intéresse, lui, à l'anarchie de la trottinette, un fléau pour la sécurité routière. Le Figaro, lui, nous emmène en Macronie. Après le grand débat, Macron à l'heure du choix. Le président est enfermé à l'Élysée depuis jeudi et prépare ses prochaines mesures. Une veille d'armes. Pour l'éditorialiste Yves Tréhard, en ce mois d'avril, le chef d'État joue son quinquennat. D'autant plus que le président n'a plus de conseiller en communication, tout repose sur lui. Dans son interview, le président du Sénat, Gérard Larcher, confirme « Il n'aura pas de seconde chance ». Alors est-ce qu'il se prépare un virage social ou un tournant fiscal? Dans les couloirs, le mot remaniement est chuchoté. Patience encore, ces déclarations sont attendues autour du 15 avril. Autre événement à la une du Monde, l'arrestation de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. La revue Esprit propose ce mois-ci un dossier passionnant, dites-vous, sur les lanceurs d'alerte. Oui, c'est dans une table ronde, l'enjeu démocratique du lanceur d'alerte est interrogé. Sans eux, ni les Panama Papers, ni le scandale du Mediator ne seraient sur la place publique. Pour celui qui est à l'origine des Luxembourg Leaks, Antoine Deltour,
L'alerte est le geste démocratique ultime. Il propose de redonner du pouvoir aux gens ordinaires, par le bas. Fin de citation. Pourtant, même si les institutions elles-mêmes reconnaissent l'alerte comme une nécessité sociale, même si une loi en France a été créée, la loi Sapin 2, les lanceurs d'alerte restent mal protégés. Pour le sociologue Francis Chateau-Renaud, il faut avant tout lutter contre l'opacité des organisations. Mais pour Antoine Deltour, difficile de créer un cadre plus favorable à l'alerte, tant que le système économique actuel promet des multinationales impossibles à réguler. Et enfin, 2 journaux cette semaine parlent de la condition noire, l'un aux États-Unis, l'autre en France. Pour les États-Unis, c'est dans la revue America, avec le très beau texte de l'écrivain franco-djiboutien Aboudrahmane Waberi. Washington, couleur chocolat. Il dessine la topographie de cette ville à majorité noire, autrefois surnommée Chocolate City. On dit que la plus grande communauté éthiopienne se trouve ici. La ville est réputée pour être celle où les différences de classe, de race et de culture sont les plus évidentes. Il écrit: la Maison Blanche et le ghetto noir sur la même esplanade. Les frasques et le faste d'une part, l'absence d'espoir et l'aiguillon de la fin de l'autre. Et entre ces mondes, pas de checkpoint, pas de barbelés, juste de larges boulevards venteux, troublante proximité. Pour la France, la condition noire est au cœur du numéro des Inrecuptibles, avec pour rédactrice en chef Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, mort en 2016 après une intervention policière. 3 ans plus tard, la justice relance l'enquête. Le livre Le combat Adama, écrit par Assa Traoré et Geoffroy Delagannerie, vient de sortir. Ils étaient les invités de Guillaume Erner le 4 avril. Et ce livre pose une question. Y aurait-il, insidieux, un racisme d'État ? Dès son édito dans Les Inrocks, les mots d'Assa Traoré sont forts. Je ne cesserai jamais de l'affirmer. Mourir parce qu'on est noir, mourir parce qu'on est un homme habitant dans les quartiers populaires, mourir parce qu'on court, mourir parce qu'on n'a pas ses papiers d'identité sur soi est une honte pour la démocratie. Elle dénonce une société qui invisibilise, voire qui tue une partie de ses citoyens. Pour elle, pas question de parler de bavure ni de dérapage, mais bien d'un système. Dans une interview croisée, la philosophe Yala Kisuki va dans ce sens. Pour elle, la France est structurée par des lignes raciales. Je la cite. « Si on veut penser les mécanismes du racisme qui saisissent la République, on ne peut pas passer à côté de ce combat. Les violences policières touchent un certain nombre de familles françaises, et croire qu'il existe une gauche identitaire qu'on opposerait à une gauche centrée sur les inégalités de classe, ce sont des idées stupides. » Et pour finir, l'entretien avec Aïssa Maïna, la comédienne et l'auteur de l'essai « Noir n'est pas mon métier », la question de la représentation est pointée ici. Elle écrit « La non-considération des femmes et des hommes noirs en Occident existe depuis 6 siècles. Cette question reste centrale. » Oui, la comédienne Aïssa Maïga. Merci beaucoup, Natacha Triou. On vous retrouve d'ici 10 minutes pour l'idée culture. Et bien sûr, on va faire réagir notre invité, Hachim Bembe, historien et philosophe, sur ces questions qui ont trait à la fois aux États-Unis, nous disait Natacha, à travers la revue America, et bien sûr à la France. Racisme d'État, c'est très fort quand même, surtout vous qui vivez une partie du temps, en tout cas la plus grande partie de votre temps, Hachim Bembe, en Afrique du Sud. On parlait de racisme d'État en Afrique du Sud. On pourrait parler de racisme au sein de l'État, dans l'État, de l'État, mais racisme d'État, c'est très fort. Qu'en pensez-vous ? Je pense effectivement c'est assez fort. Pour ce qui me concerne, je n'irai pas jusque-là. Mais en même temps, on ne peut pas nier le fait que beaucoup de choses en cours qui sont fondées quand même sur des discriminations raciales répandues, plus ou moins systémiques, dans le sens où elles se répètent un peu trop. Et ont pour victimes à peu près toujours les mêmes. On ne peut pas nier non plus l'infiltration dans la culture et dans l'esprit de l'époque de Shem, effectivement fondée sur la division en nous et les autres. Un débat occupe justement les questions culturelles et des personnalités du monde de la culture et notre société française ces jours-ci. C'est un débat qui a trait à la représentation d'une pièce de théâtre
qui s'appelle Les Suppliantes d'Eschyle et dont la représentation a été bloquée le 25 mars dernier. C'était à la Sorbonne. Décidément, il est beaucoup question de la Sorbonne ce matin. Des activistes se réclamant de l'antiracisme, militants d'une ligue de défense noire africaine notamment, ont bloqué l'accès à la représentation de cette pièce mise en scène dans le cadre d'un festival par un helléniste et homme de théâtre Philippe Brunet, au motif que les comédiennes étaient grimées en sombre plutôt que de porter des masques. Et le fait que ces comédiennes aient été maquillées en noir pour ces activistes était une preuve de racisme. C'était un geste raciste qu'a confirmé le président honoraire du CRAN, Louis-Georges Tin. Est-ce que il est possible d'avoir une position raisonnable sur ces affaires-là? Achille Mbembe, il y a 2 jours dans le monde, un certain nombre de personnalités publiques, notamment du monde littéraire et du théâtre, dont Ariane Nouchkine, dont Wajdi Mouawad, dont Barbara Cassin, Hélène Sixou, ont signé une tribune intitulée « Eschyle et le blackface, ne pas céder aux intimidations et notre commune responsabilité ». Il parle de censure intégriste et identitaire. On est vraiment dans 2 camps irréconciliables. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une crispation tout à fait générale. C'est pas un débat. Si on se lance des anathèmes, mais vous voyez combien vous êtes raciste, les autres répondent, mais crétin, vous connaissez rien à la création culturelle et artistique. C'est pas un débat. Il faut poser les bonnes questions. Or, elles ne sont pas posées. Ce serait quoi les bonnes questions? Les bonnes questions, c'est lorsqu'on dit qu'on est contre le blackface. Le blackface, à quoi est-ce que cela renvoie? C'est quoi l'histoire du blackface? Qu'est-ce qui est en jeu dans cette question qui a trait à la représentation? Représentation dans le double sens de mise en scène, mais aussi dans le sens de qui porte la voix de qui. Qu'est-ce qui est en jeu en termes? Qu'est-ce qu'on est en train de demander? Quelle est la demande qui est faite? Est-ce que c'est une demande de censure? Est-ce que c'est une demande d'empathie? Comment se fait-il qu'on se retrouve dans des sociétés où l'empathie n'existe plus? Est-ce que la liberté de création peut être envisagée comme un acte unilatéral qui n'engage aucun débat, aucun public? Quel est le rôle du public dans le statut du public dans l'acte de création? Et donc, il faut revenir aux bonnes questions et sortir du régime de l'anathème. Où sont les représentations des théâtres du Césaire, par exemple, Tempête, et les chiens se taisaient, ainsi de suite? On ne les pose pas. Ça dénote... On s'accuse mutuellement, on s'exclut, on est dans l'excommunication. C'est une dispute purement théologique. Oui, mais qui dénote un réel malaise. Qui dénote un très profond malaise. Pour que des créateurs qu'on ne peut pas soupçonner d'un quelconque racisme, comme Ariane Nouchkine, Wajdi Mouawad ou Hélène Sixou en viennent à signer une tribune mais il faut sortir, aussi dure. Il faut sortir de cette logique. Cette espèce de logique qui réduit le débat à vous êtes raciste ou bien vous êtes des cons. C'est ce qui se passe en ce moment. Ouais. Ils s'échangent avec des une violence insultes. De l'autre côté très radicale de certains militants. C'est des gens intelligents, je suppose. C'est des gens raisonnables, je le suppose. Mais pour le moment, ils ne sont pas raisonnables. Ils ne sont pas intelligents. Donc vous les renvoyez dos à dos? Bien entendu. Achille Mbembe, vous étiez donc l'invité cette semaine de journée d'études
à l'université Paris 8 organisée par le sociologue Éric Fassin et la philosophe Nadia Yala Kissoukidi, que citait tout à l'heure Natacha Atriou, autour du mot race. Justement, ce qu'on voit surgir aujourd'hui, c'est le terme de racialisme. Qu'est-ce qu'il recouvre pour vous, racialisme, entre race et racisme? Bon, alors ça recouvre plein de choses, mais je trouve que la France est quand même un pays génial. Ça fait des siècles que la question raciale se pose. Et le grand penseur noir américain Du Bois écrivait au début du XXe siècle, il disait à peu près ceci: la grande question du XXe siècle, ce sera la question de la ligne de couleur. Il avait raison, il avait tort. Il avait tort dans le sens où, au fond, le racisme, il est malheureusement notre futur. C'est la grande question du XXe, mais aussi, ce sera la grande question du XXIe siècle. Et donc, on essaye de répondre à cette question depuis très longtemps, et la France a finalement trouvé la réponse. La réponse, c'est quoi? C'est d'effacer le terme race de sa constitution. Il fallait y penser. Et donc, je trouve que c'est un pays génial. Et donc, alors après, une fois qu'on a effacé le mot de la Constitution, on pense que la question a été réglée. Ce qui provoque toute la confusion, ce qui ne fait que enfoncer davantage dans l'espèce de confusion dont on parlait il y a quelques minutes. Achille Mbembe, si la ligne de couleur était la grande question du XXe siècle et qu'elle va rester malheureusement celle du XXIe, il en est une autre pour vous qui va être le grand défi du XXIe siècle, et c'est la question de la mobilité, c'est la question des frontières. Et c'est peut-être ce dont... Les deux sont liés. Et les deux sont liés, bien évidemment. Ouais. Et c'est peut-être au fond ce dont vous allez parler tout à l'heure, invité donc par France Culture à cette première table ronde du forum France Culture en Sorbonne, animée par l'ami Emmanuel Laurentin, avec Bénédicte Savoie, bien sûr, professeur au Collège de France, et Lucien Belli, qui est professeur d'histoire moderne également. Le titre de cette première table ronde, c'est « L'Europe est-elle un mythe ?» L'Europe est-elle un mythe? Je vous pose la question, Achille Mbembe. Disons, l'Europe est une idée dans son versant le plus, je dirais, prometteur. L'Europe est une promesse, en fait. C'est ou devrait être une promesse pour l'humanité. L'est-elle, effectivement, l'a-t-elle toujours été? Je n'en sais pas grand-chose. Mais je voudrais penser l'Europe comme une idée, une promesse d'avènement à un monde qui devient de plus en plus petit et qu'il faut partager nécessairement pour le bien de l'Europe, mais aussi pour le bien de ce que l'on pourrait appeler la race humaine en général. Et donc, en évoquant cette espèce d'Europe, on est en train de parler en fait du monde dans sa généralité et de la responsabilité. On en revient toujours à ça, cette question de la vérité de la responsabilité en tant que question politique essentielle du temps qui est devant nous. Et cela exige de sortir des petites interrogations au sujet d'histoire comptable, de comptabilité, et d'aller au fond, question du sens. Mais bon, on voit très bien que le tempérament de l'époque, c'est pas là qu'il se trouve, malheureusement. Restez avec nous, Achille Mbembe. Il est 8h45 sur France Culture. Nous ouvrons le dernier quart d'heure de ces matins du samedi en votre compagnie.
Et pour commencer, l'idée culture, c'est chaque samedi une personnalité du monde des idées qui nous confie son choix d'une œuvre artistique qu'il a dans sa vie particulièrement marquée. C'est Natacha Triou qui s'occupe de cette rubrique. Natacha. J'ai rencontré cette semaine l'académicienne Dominique Bonnat. On a récemment entendu parler d'elle, car elle est à l'initiative à l'Académie française de la féminisation des noms de métiers. Elle a écrit de nombreuses biographies sur la vie des femmes, souvent des femmes artistes, Camille Claudel ou Berthe Morisot. Dans son travail, la condition féminine occupe une place centrale. C'est aussi le cas de son idée culture. Dominique Bonnat a choisi de nous parler d'une sculpture, un penseur de Rodin, mais au féminin. Pour moi, une œuvre qui m'a vraiment marquée, je dirais même enfant, c'est une sculpture de Mayol, Aristide Mayol, qui se trouvait dans ma ville natale et qui se trouve toujours là, dans ce qu'on appelle la loge de mer, qui est actuellement la mairie. Elle est exposée dans une très belle cour. Elle s'appelle la Méditerranée. C'est une femme nue, en bronze, une de ces femmes aux formes très pleines, comme les aimait Mayol, avec des jambes fortes, une petite poitrine, mais on la sent solide. Et là, elle est assise. Elle est assise, elle a une jambe repliée, elle a la tête sur une main, elle semble pensive. D'ailleurs, je crois qu'on l'appelait quelquefois la pensée, mais là-bas à Perpignan, elle est la Méditerranée. Et elle donne, cette sculpture, une impression extraordinaire que je n'avais jamais éprouvée dans une sculpture, c'est l'impression du silence. Cette femme est silencieuse, elle est calme, elle est apaisante. Et le seul fait de la regarder, pour l'enfant que j'étais déjà, c'était un moment exceptionnel. C'est-à-dire tout d'un coup la vie s'arrêtait, tout était concentré sur cette Méditerranée symbolique. Et pour moi, évidemment, qui suis née à Perpignan, l'idée que la Méditerranée est représentée par une femme solide, une femme dont on sent qu'elle a une vie intérieure profonde, c'est un émerveillement. Parce que la Méditerranée, quand on est dans le sud, c'est un sens très profond. C'est pas seulement la mer Méditerranée, c'est autre chose. La Méditerranée, c'est la terre aussi. C'est toute cette terre qui entoure la mer Méditerranée, et une terre qui est à la fois brûlée par le soleil, traversée par des vents violents comme la tramontane ou le Mistral un peu plus loin vers la Côte d'Azur. Et donc cette Méditerranée, évidemment, c'est un royaume. Il y a beaucoup d'érotisme chez Mayol, évidemment elle est nue, donc c'est cette nudité de la femme, et elle est très nue, on la ressent cette nudité, mais c'est une nudité sans provocation, c'est une nudité naturelle, et finalement la Méditerranée est nue, voilà, et cette image d'une femme nue dont on devine qu'elle est forcément peut-être au soleil, sous un ciel dégagé de nuages, vous voyez, on a vraiment envie d'être là avec elle, c'est une idée en même temps protectrice, comme une mère, mais une mère nue. Vous voyez le jeu entre la mer, Méditerranée, tout ça, il y a un jeu sur les mots peut-être, mais je pense que le sculpteur lui-même, il est dans la matière, il est dans le moment où il sculpte, et puis l'idée ensuite peut-être se dégage de ce qu'il a créé. Je crois que j'ai gardé mon regard d'enfant sur cette sculpture. Alors évidemment, je sais peut-être aujourd'hui beaucoup plus de choses sur Mayol, sur la sculpture, que lorsque j'avais 7-8 ans. Mais mon impression est toujours la même. Toujours la même. Une espèce d'instant de bonheur. Voilà sa sculpture de Mayol par Dominique Bonnat. Si je vous avais posé la question, Achille Mbembe, et là je vous prends de court, vous auriez répondu quoi? Une œuvre artistique qui vous a particulièrement marqué dans votre vie. Alors c'est comme ça, au débeauté, parfois par intuition ou par spontanéité. Une œuvre de fiction. Une œuvre de fiction, une œuvre artistique. Le travail d'un Nigérian, un auteur nigérian, qui s'appelle Amos Tutuola, et qui s'appelle, le roman a pour titre
My Life in the Bush of Ghosts, ma vie dans le monde des fantômes. C'est d'ailleurs traduit en français. C'est un roman absolument magnifique où, au fond, tout est dans tout, une espèce de labyrinthe, une espèce d'ivresse aussi qui montre effectivement comment l'existence, elle se compose. Il y a pas d'identité. L'identité, se compose au fur et à mesure du chemin que l'on traverse. C'est un des plus grands romanciers africain à mon sens. Vous savez s'il a été traduit Oui, c'est traduit en français. Bon, on va retrouver ça. Oui. Et on mettra évidemment les références sur notre page internet. Merci beaucoup. Puis ça s'appelle L'ivrogne dans la brousse, voilà. Ah, en français, L'ivrogne dans la brousse. C'est bien, je vous ai pris des beautés, donc nécessairement, parfois, on a effectivement des petites sautes de mémoire. Achille Mbembe, est-ce que vous êtes un amateur de vin? Oui, j'aime. Enfin, je bois pas beaucoup, mais je vis en Afrique du Sud. Grand producteur de vin. Tout à fait. Surtout dans la région du Cap. Et c'est des vins que l'on retrouve de plus en plus dans plusieurs parties du monde. On ne peut pas vivre sans vin. Ah ben vous allez faire un heureux autour de cette table qui vient de s'installer. C'est Jackie Durand de Libération. Jackie Durand qui va donc nous parler de vin ce matin. Et en particulier de vin, mais de vin nature. Vous rendez hommage à un dégustateur génial et un inspirateur du vin nature. Cher Jackie Durand, bonjour. Bonjour Caroline. Oui, ce matin, je voulais vous parler de Jules Chauvet. Jules Chauvet est mort il y a une trentaine d'années et il est décrit ainsi par Bernard Pivot dans son dictionnaire amoureux du vin. Il fut un homme rarissime pour au moins 3 raisons. C'est vrai, son insurpassable talent de dégustateur, ses travaux scientifiques sur le vin et puis son art de la vinification qui, il est vrai, il a été un précurseur sur les vins nature en faisant notamment des Beaujolais légers et aromatiques. Alors Jules Chauvet, faut imaginer, c'est un enfant de la chapelle de Guinchet, c'est un village du Beaujolais, il y naît en 1907 dans une famille de négociants en vin, il est plutôt bon à l'école et donc dès 1934 qu'il consacre un jour par semaine à des recherches à l'université de Lyon sur un champignon qui forme un voile à la surface des boissons fermentées sans pour autant provoquer de fermentation alcoolique. C'est son premier travail scientifique sur le vin et en même temps, à cette époque, il échange avec un grand prix Nobel, un prix Nobel de médecine qui s'appelle Otto Warburg, qui lui a travaillé sur le mécanisme de formation des cellules cancéreuses. Alors durant la Seconde Guerre mondiale, il reprend le négoce de la famille, il poursuit ses travaux sur la vinification, notamment les vins rouges. Il met au point aussi une technique de dégustation, et là on va voir vraiment ces mots, ce qui fait sens. Vous avez parlé du sens du vin. Il s'intéresse aussi aux levures. Vous savez, les levures, c'est ce qui transforme le sucre en alcool dans le vin. Et lui, il essaye d'étudier l'influence de ces levures sur les arômes. Et surtout, il va développer une approche novatrice sur la vigne. Quand on vous disait que c'est un précurseur du vin nature, il dit la vigne, moins on la touche, mieux elle se porte. Sa pensée, elle est basée sur quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans toute l'agriculture, sur tous les continents d'ailleurs. Respecter la vie des sols, utiliser des engrais organiques, c'est-à-dire plus de chimie, rechercher des variétés résistantes, mais aussi des variétés indigènes, anciennes, vendanger quand la vigne est la plus mûre possible, et puis surtout, quand on travaille le raisin, on le triture le moins possible. C'est pas la peine de lui faire violence. Donc, avec 50 ans d'avance, il a été le père de la philosophie de vin peu alcoolisé, avec des jolis parfums. Et puis, c'est un monsieur qui avait une véritable force de conviction. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Oui, alors surtout comme vous savez qu'il est interdit de pousser à la consommation et qu'il est quand même seulement 9h moins 5 du matin, vous n'avez pas apporté de bouteille de vin, dommage pour nous, Achille Mbembe, mais vous avez apporté un joli petit livre de Jules Chauvet. Oui, un joli petit livre. Ce sont ces notes de dégustation rassemblées et présentées sous forme de cartes postales. C'est bien, vous pouvez les envoyer à vos amis en Afrique du Sud et ailleurs. C'est édité par les éditions de l'Épure qui fait vraiment des très jolis bouquins sur le boire et manger.
Chauvet, en coédition avec Marie Rocher. Et franchement, la langue de Jules Chauvet, par exemple, quand il raconte un Châteauneuf du Pape 1945. Ah, c'est de la bombe, hein, comme vin. C'est pas un petit pinard, hein. Il le déguste en 1952. Écoutez ce qu'il dit sur les arômes. Truffes, sous-bois, feuilles mortes, terre mouillée, épices exotiques, cannelle, poivre, encens, tabac de la Havane, rose, coin. Tout ça, alors on peut dire ça fait un peu snob parce qu'aujourd'hui c'est bien vu comme ça de parler un petit peu des vins avec des mots précieux. Mais lui, c'est carrément très intellectualisé, analysé parce qu'il parle de la forme architecturale du vin. Il dit que la structure est d'une continuité remarquable et relie entre elles des courbes souples, pures et puissantes à la fois. Juste. Ah, vous me voyez monter les bras. Sa métaphore musicale sur un vin blanc de 1951 évoque l'expression des tons aigus de la musique. Élévation, rapidité, légèreté, petit intervalle. C'est un solo de flûte, ce vin blanc. Alors, comme Hachim Bembe et tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent ne savent pas ce que ça veut dire quand je dis je me monte les bras, ça veut dire qu'il faut commencer à aller vers la fin de la chronique de Jackie Durand. Merci beaucoup, Jackie Durand. Les références de ce livre ainsi que quelques indications de recettes pour accompagner les vins dont parle Jules Chauvet seront sur notre site internet à la page de votre chronique Les mitonnages de Jackie. Pour terminer, parce que je voulais quand même qu'on garde quelques minutes pour terminer avec notre invité Hachim Bembe et son choix musical. Vous nous en aviez suggéré 2. Nous avons fait le choix de Salif Keïta, légende musicale malienne, parce qu'il fête ses 50 ans de carrière en ce moment. Quelle chanson avez-vous choisi? Vous vous souvenez, moi qui vous prends sans arrêt au débeauté? Je ne me souviens pas exactement du titre, mais c'est le deuxième tube. C'est Joko Joko. Tout à fait. C'est Joko Joko. Alors là, Joko, je crois que ça c'est Richard Bonnat. Oui, non, c'était Richard Bonnat. Oui, Joko. Donc